Lisbonne est la plus grande ville du Portugal et aussi sa capitale. Elle a une histoire riche et complexe, façonnée par un mélange fascinant de cultures. Des Romains et Wisigoths du Moyen-Âge aux musulmans d'Afrique du Nord, aux croisés chrétiens et bien d'autres encore. C'est l'une des villes les plus chargées d'histoire en Europe. Lisbonne est captivante. Ses rues colorées et carrelées serpentent à flanc de collines avec en toile de fond le Tage scintillant. La ville se déploie comme un labyrinthe, rempli de ruelles en pente et d'escaliers sinueux. Dans la vieille ville, la vie suit le rythme des célèbres tramways colorés, le moyen préféré des habitants pour se déplacer. En 1755, un puissant tremblement de terre, suivi d'incendies et d'un tsunami, a détruit une grande partie de la ville. S'en est suivi une immense reconstruction, donnant naissance à une Lisbonne plus moderne et plus résiliente, mieux préparée aux catastrophes. L'une des raisons pour lesquelles les quartiers de Lisbonne sont si différents les uns des autres, c'est qu'après le séisme, des architectes du monde entier ont été invités à repenser la ville. C'est pourquoi certains secteurs rappellent Paris avec leurs grands boulevards et immeubles haussmanniens, tandis que d'autres évoquent la Rome antique avec leurs rues pavées et châteaux médiévaux. Lisbonne est un vrai bijou, plein de vues spectaculaires, d'histoires étonnantes et de trésors à chaque coin de rue. J'ai hâte de la découvrir. Lisbonne dispose d'un réseau de transport public bien développé et intégré, dont 3 funiculaires historiques, une façon originale de gravir les pentes raides de la ville. Et qui l'aurait cru? Je sais conduire un funiculaire maintenant. Ah! Le métro de Lisbonne est une autre excellente option, rapide, pratique et facile à utiliser. Et pour plus de flexibilité, il y a toujours Uber ou un taxi. Bien sûr, j'avais entendu parler du célèbre train 28, emblématique et très prisé. C'est un voyage nostalgique à travers le cœur historique de la ville, un incontournable pour les visiteurs. Je suis donc allé tôt à la station de départ, et une longue file s'y formait déjà. Après 1h30 d'attente, j'ai enfin pu monter à bord du tram 28. Lisbonne est composée de nombreux quartiers. En ce moment, je me trouve à Baixa et Chiado. Juste devant moi se dresse l'arc de triomphe de la Rua Augusta, un monument majestueux qui symbolise la résilience, commémorant la reconstruction rapide de Lisbonne après le terrible séisme de 1755. En passant sous l'arche, j'arrive sur la Praçato Comércio, une immense place ouvre sur le fleuve, l'une des plus belles d'Europe. Elle s'ouvre vers le sud sur l'estuaire du Tage, offrant une vue à couper le souffle. Au centre de la place, tournée vers le fleuve, se dresse la statue du roi José Ier à cheval, monté sur son destrier gentil. Me voici maintenant devant l'ascenseur de Santa Justa,
Il a été inauguré en 1902 comme partie du réseau de transport public de la ville. Un grand succès, car il facilitait enfin les déplacements entre la basse et la haute ville. Son architecture étonnante me rappelle la tour Eiffel à Paris. Et ce n'est pas un hasard. L'ascenseur a été conçu par Raoul Messier, un élève de Gustave Eiffel, le célèbre ingénieur de la tour parisienne. Tout en haut se trouve une plateforme d'observation spectaculaire avec une vue magnifique sur le quartier de Baïcha. D'ici, j'aperçois déjà ma prochaine destination, le musée du couvent des Carmes. Le musée archéologique du Carmaux se trouve dans les ruines de l'ancienne église Santa Maria de Carmaux, fondée en 1389. Au milieu des ruines, on imagine facilement la grandeur de cette église gothique autrefois majestueuse. Elle a été en grande partie détruite, y compris son toit, lors du tremblement de terre de 1755. Mais certaines parties tiennent encore debout. Même en ruine, le lieu a un charme particulier. C'est beau, touchant et vraiment à voir. Le musée présente une fascinante collection d'objets historiques venus de différentes époques et cultures. On y trouve, entre autres, des sarcophages en pierre et même le dompo gothique du roi Ferdinand Ier. Non loin d'ici se trouve la place du Rossio, lieu de rassemblement central de Lisbonne depuis le XIIIe siècle. Au centre, une statue du roi Pedro IV trône sur une colonne de calcaire. Et le pavage en mosaïque noire et blanche est l'un de ses éléments les plus emblématiques. Pendant mon séjour à Lisbonne, j'ai logé dans le quartier du Bairro Alto. Fondé en 1513, c'est un quartier ancien et pittoresque, avec ses ruelles pavées, ses vieilles maisons et ses boutiques et cafés traditionnels. Juste à côté se trouve le Miramito de San Pedro de Alcantara, un belvédère très apprécié, offrant une vue panoramique superbe sur la ville. Une carte en azulejo permet de repérer les monuments visibles depuis ce point de vue. Ensuite, j'ai visité l'église Saint-Roch, construite à la fin du XVIe siècle. C'est la première église jésuite du monde portugais et l'une des toutes premières au monde. Fait remarquable, elle a survécu au terrible séisme de 1755, préservant son intérieur richement orné et très raffiné. Voici la Sé de Lisboa, souvent appelée cathédrale de Lisbonne. Sa façade conserve le style roman du XIIe siècle, avec de solides murs de pierre, flanqués de 2 tours clochers qui lui donnent un air de forteresse. À l'intérieur, l'ambiance change avec l'élégance d'une chapelle gothique du XIVe siècle. La Sé est une cathédrale catholique romaine et la plus ancienne église de Lisbonne, construite en 1147. La visiter et traverser 8 siècles d'histoire. J'ai décidé de monter dans l'une des tours, d'où l'on a une vue rapprochée sur la belle rosace centrale de l'église. Tout
près se trouve le Miradouro da Porta do Sol et le Miradouro de Santa Luzia, deux belvédères voisins perchés sur une colline. Tous deux offrent une vue imprenable sur les toits de Lisbonne et le Tage scintillant. Je me dirige maintenant vers le monastère de San Vicente de Fora, l'un des monuments historiques les plus importants de Lisbonne. Il a été fondé au XIIe siècle par le tout premier roi du Portugal. Au fil du temps, plusieurs monarques ont modifié le bâtiment, dont une grande reconstruction au XVIe siècle. Dédié à Saint Vincent, le monastère abrite la plus grande collection au monde d'azulejos baroques, exposés dans ses cloîtres richement décorés. Il comprend une série de 38 panneaux illustrant les fables de La Fontaine. Construit dans le style maniériste italien, il fut entamé en 1542 et inauguré en 1629. Il devint ensuite un modèle pour l'architecture religieuse portugaise, inspirant des églises à travers l'Empire, du Brésil à Macao. Non loin de là se trouve l'église de Santa Engracia, un monument du XVIIe siècle. Elle a été transformée en Panthéon national en 1916. Sa grande coupole est visible depuis de nombreux endroits de la ville. Juste derrière le Panthéon, on découvre un marché aux puces animé, la Feira da Ladra. On y trouve toutes sortes de trésors. Vêtements vintage, antiquités, livres, artisanat. Et bien sûr, les célèbres azulejos portugais. J'ai fini par arriver au château Saint-Georges. Ce site a une histoire longue et complexe. Il a servi de forteresse aux Roumains, aux Wisigoths, et puis aux Maures, qui l'ont transformé en palais royal. Il a ensuite été conquis par le premier roi du Portugal, Afonso Henrique. Construit au milieu du XIe siècle, le château conserve encore 11 tours, avec des éléments typiques de l'architecture militaire mauresque. Perché sur la colline la plus haute de Lisbonne, dans le quartier de d'Alfama, le château offre des vues spectaculaires sur la ville. L'un des points forts est une série de points de vue accessibles par les escaliers le long des remparts, permettant de faire le tour du site à pied. Et puis, surprise, un des bancs du château a décidé de faire le spectacle, déployant fièrement ses magnifiques plumes. Un moment aussi inattendu que parfait. Belém est le quartier le plus au sud-ouest de Lisbonne. Situé à l'embouchure du Tage, il est un peu à l'écart du centre-ville. Le musée de la Marine ne figure peut-être pas sur toutes les listes, mais je tenais à le visiter, car il célèbre l'esprit d'exploration. Il témoigne de l'importance des connaissances et découvertes apportées par les grands navigateurs portugais.
En 1863, le roi Louis a fondé ce musée en hommage à la marine. Et c'est tout dans Saint-Paul qu'il se trouve tout près des eaux d'où, au XVe siècle, 3 princes portugais partirent explorer les terres au-delà des mers. Comprendre l'histoire maritime du Portugal, c'est faire vivre l'esprit de ces grandes expéditions. Entre maquettes détaillées, instruments de navigation, navires grandeur nature et répliques saisissantes, le musée nous plonge dans un véritable monde de découverte. L'exposition permanente met en valeur l'âge des grandes découvertes, ainsi que l'évolution des flottes commerciales et militaires portugaises. On y trouve plus de 23 000 objets, une collection impressionnante. À quelques minutes à pied, on découvre le monastère des Hieronymites, un ancien monastère de l'ordre de Saint-Jérôme. Cet édifice exceptionnel du XVIe siècle est devenu un symbole fort de l'identité portugaise. C'est l'un des plus beaux exemples du style manuelin, un style gothique d'artif typiquement portugais. Avec ses voûtes élancées et sa décoration richement sculptée, il reflète les ambitions religieuses et royales de l'époque. C'est véritablement un chef-d'œuvre architectural admiré depuis des siècles. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, le monastère abrite aussi la tombe du célèbre explorateur Vasco de Gama. La tour Belém est une forteresse du XVIe siècle qui servait autrefois de point de départ et d'arrivée pour les explorateurs portugais. Elle faisait aussi la porte d'entrée cérémoniale vers Lisbonne. La tour est le symbole de la puissance maritime et des ambitions coloniales du Portugal à l'époque des grandes découvertes. Non loin de là se trouve un autre lieu emblématique, le monument aux découvertes. Cette imposante structure de pierre en forme de caravelle a été construite en 1940 pour l'exposition du monde portugais. Haut de 52 mètres, il rend hommage aux grands navigateurs de l'âge des découvertes. Au loin, on aperçoit le pont du 25 avril, un immense pont suspendu qui relie Lisbonne à Almada de l'autre côté du Gange. Avec une travée principale de 1013 mètres, c'est l'un des plus longs ponts suspendus du monde. Il comporte 2 niveaux, la voie supérieure pour les voitures et l'inférieure pour les trains. Lisbonne est aussi réputée pour sa gastronomie, notamment ses fruits de mer, parmi les meilleurs du monde. Le premier jour, je suis entrée dans un café au hasard dans la rue. Je n'en croyais pas mes yeux. Wow,
On aurait dit un petit ballet. L'une des spécialités les plus célèbres du Portugal, c'est le pastel de nata, une tartelette à la crème. La pâtisserie Pastéi de Belém affirme d'être l'inventrice de ce dessert adoré. Dès 1837, ils ont commencé à cuire des tartelettes dans des bâtiments rattachés à une raffinerie de sucre, selon une ancienne recette secrète du monastère. Et oui, c'est absolument délicieux. En réalité, les pastéis de nata sont faciles à trouver dans tout le pays. Et selon moi, ils ont à peu près le même goût partout. Pour manger, l'adresse incontournable à Lisbonne, c'est le Time Out Market. On y déguste des produits ultra frais, poissons, viande, fruits, accompagnés des meilleurs vins du pays. Plus de 40 restaurants y proposent des plats portugais, mais aussi des cuisines du monde. Je n'allais pas rater ça. J'ai commandé du bacalhau, la morue, plat national du Portugal, avec quelques beignets de morue. Un vrai régal. Il y a aussi la LX Factory, autrefois une ancienne usine textile, aujourd'hui l'un des lieux les plus branchés de Lisbonne pour manger, faire du shopping et découvrir l'art. Avec les incroyables fruits de mer du Portugal, ce voyage est une occasion rêvée pour en profiter pleinement. Et bien sûr, il fallait que j'essaie la quinquinha, une liqueur traditionnelle portugaise, un incontournable. Moi, je l'ai dégusté dans une petite tasse en chocolat. Outre les pastéis de nata, l'Espagne regorge également de douceur et de glace portugaise. Une délicieuse façon de terminer la journée.